ceci est le premier enregistrement consacré à Frère Léon, et là plus précisément à la vie de Frère Léon. Je précise que tous les enregistrements, les 4 qui seront consacrés à Frère Léon et à ses fiches et à leur postérité, je m'appuie sur les actes d'une journée qui a été organisée en novembre 2022 et qui ont été publiés dans la revue Études franciscaines en fin 2024. Alors, Frère Léon, souvent, on pense que c'est un des premiers compagnons de François. Eh bien, probablement pas. Même presque certainement pas. En fait, Léon est mort en 1271, soit 45 ans après François d'Assise. Et il est probable qu'il était né aux alentours de 1195, quelque chose comme ça. Puisque la première mention de Frère Léon, la première fois on le voit apparaître, c'est après le retour de François d'Orient, et on nous dit qu'il est prêtre. Donc il devait avoir au moins 25 ans, ou presque 25 ans à cette époque-là. Voilà, Frère Léon va être le plus engagé des compagnons de François pour préserver et faire connaître sa mémoire, mais il n'est pas un des premiers compagnons. Alors, Frère Léon, là je m'appuie sur la présentation qu'avait fait de sa vie Sylvain Piron dans les actes dont je vous ai parlé. Il est originaire d'Assise. Parfois on voit Léon de Viterbe, mais non, il est d'Assise. Il se présente lui-même comme tel. Il était donc déjà membre de l'ordre franciscain, enfin de la religion franciscaine, lors du chapitre des Nattes de 1221. Pourquoi Sylvain Piron peut-il l'affirmer? Parce que dans la compilation d'Assise, paragraphe 18, des paroles de François sont rapportées, en particulier quand il s'emporte et refuse que les frères adoptent une règle religieuse déjà existante. Et à un moment, il fait un triplitanianisme en disant « Dieu veut que je sois moi un nouveau fou dans le monde, unnus novellus pazzus », un triplitanianisme, et il n'y a que Léon, attaché à la lettre des paroles de François pour nous transmettre ça. Aucun autre ne nous les aurait transmises. Au passage, Sylvain a une petite note intéressante. Il rappelle, on ne le dit pas assez, que le mouvement franciscain au départ est un mouvement de jeunes, comme souvent d'ailleurs les nouveautés dans l'Église. Alors, Léon a donc été le plus proche compagnon, il était son secrétaire et confesseur, durant les 6 dernières années de la vie de François. De son retour d'Orient, ou dans les semaines qui ont suivi le retour d'Orient, de François jusqu'à sa mort. Et peut-être même, si François l'a choisi comme secrétaire et confident, c'est parce que Léon était le plus jeune prêtre de l'ordre à ce moment-là. Et quand on sait que la très grande majorité des écrits de François datent de cette période, Léon en a rédigé la plupart, sous la dictée de François, bien sûr. Alors Léon est présent dans plusieurs épisodes clés de la vie de François, et en particulier lors du carême effectué à l'Alverne de l'Assomption 1223, donc 15 août 1224, de l'Assomption 1224, 15 août 1224, jusqu'à la Saint-Michel de la même année, où François reçoit les stigmates. Et comme le souligne Sylvain, si Thomas de Celano dans la Vita Prima peut faire un récit de la stigmatisation de François, quel a été son informateur? Très probablement Léon, qui était le témoin le plus direct, celui qui, sans assister vraiment aux événements, mais l'accompagnait le plus loin. Alors, Léon est aussi présent auparavant en 1223 lorsque François se retire à Fontecolombo pour rédiger le texte définitif de la règle Bullata,
qui sera approuvé par Rome à la fin de l'année 1223. Il est présent à la mort de François et dans toutes ces dernières semaines de vie. Chose aussi très importante, j'ai parlé de la volonté de Léon d'être fidèle à François. C'est grâce à Léon que nous avons deux parchemins autographes de François contenant 3 textes. Les 2 parchemins et donc les 3 textes étaient adressés personnellement à Léon. D'un côté, la lettre à frère Léon, conservée à la cathédrale de Spolète. De l'autre, ce qu'on appelle la cartula, ce parchemin avec d'un côté les louanges de Dieu, de l'autre la bénédiction à Léon, conservée au Sacro Convento d'Assise. Alors, qu'a fait Léon après la mort de François? Eh bien, il a encore vécu 45 ans, comme je disais, et il a surtout résidé dans des ermitages, dans des lieux plutôt retirés. Il est, pourrait-on dire, le leader, pas le chef, mais le leader du groupe des 3 compagnons, Léon, Ruffin et Ange, qui vont envoyer au ministre Cresquen de Jesi une série de témoignages, un paquet de documents avec d'un côté la légende des 3 compagnons, dite des 3 compagnons, de l'autre les fiches de frère Léon, ou un recueil constitué à partir des fiches de frère Léon, et ces 2 textes, ces 2 documents serviront de base à la Vita Secunda de Thomas de Celano. Alors, les fiches de frère Léon, sur lesquelles je reviendrai, sont pour la plupart rédigées à cette occasion. L'envoi a lieu en août 1246. Mais Léon continuera au fil de sa vie d'ajouter des textes, des fiches. Alors, une chose importante, il faut bien avoir en tête que Léon et Ange sont proches du monastère Saint-Damien et de Clercs. Et c'est Léon et Ange qui vont faire don au monastère Saint-Damien du bréviaire de Saint-François. En fait, tel que nous l'avons, c'est à la fois le bréviaire de Saint-François et un évangéliaire dans lequel on lui lisait les lectures de la messe qui sont cousus, reliés ensemble. Ça vaut la peine d'ailleurs de voir la note manuscrite de Léon dans le bréviaire. Ça se trouve dans le Nouveau Totum, dans les témoignages, le numéro 29. Le bienheureux François a acquis ce bréviaire pour ses compagnons, frère Ange et frère Léon, parce qu'à l'époque où il était en bonne santé, il voulut toujours dire l'office comme il est contenu dans la règle. Et à l'époque de sa maladie, comme il ne pouvait pas le dire, il voulait l'entendre. Et il persévéra ainsi tant qu'il vécut, etc. Alors Léon, comme je disais, c'est vraiment celui qui est le plus investi dans la transmission des témoignages des compagnons concernant François. C'est aussi lui qui est probablement, même presque certainement, à l'origine ou la cheville ouvrière de la rédaction du manuscrit 338 d'Assise. Alors pourquoi ce manuscrit est-il très important? C'est le premier recueil d'écrits de François, dans lequel il y a à peu près les 2/3 des textes de François y figurent. Léon, donc, à ce souci-là, je reviendrai plus dans un autre enregistrement sur ces fiches. Il est à noter que Léon a écrit une vie de Gilles d'Assise, un des 3 premiers compagnons de François. Et dernière chose peut-être à bien avoir en tête, c'est que la vie de Léon a été longue et Léon avait un tempérament assez pusillanime. Dans les témoignages au numéro 28A, c'est une série d'exemplats sur les frères mineurs, sur les premiers compagnons de François. Donc vous avez des témoignages apportés concernant Léon, concernant un frère Jean, frère Massé,
Nicolas d'Assise, Marc, etc., illuminés. Et voilà ce qui nous est dit concernant Léon. C'est très intéressant parce que ça permet de bien comprendre, en tout cas pour une part, son caractère. Frère Pierre raconte que frère Léon, compagnon du saint, lui a dit « Alors que j'étais jeune prêtre, j'avais l'habitude de prolonger l'office de la messe quand je la célébrais. Je sentais en effet des consolations divines et c'est pourquoi il m'était agréable de m'attarder plus longtemps. Un jour, le bienheureux François m'appela et au cours de l'entretien dit sur un ton familier « Frère Léon, fils, fais ce que je te dis. Célèbre ta messe comme il faut, ne passe pas trop de temps à la célébrer et conforme-toi aux autres prêtres. Mais si le Seigneur te donne une grâce, une fois la messe achevée, recueille-toi dans ta cellule, médite-y et jouis des consolations divines, si cela t'a été donné par le ciel. Je pense en effet qu'il est mieux et plus sûr d'observer cette manière de faire. » Etc. Et voilà, Léon, on a aussi une description physique de lui dans une autre source où on nous dit que François le surnommait la petite brebis de Dieu pour sa simplicité, mais peut-être aussi pour la forme de son crâne. Il avait un visage assez osseux. Bon. Et donc, Léon a un caractère, c'est un homme simple, spirituel, ça n'est pas un intellectuel. Il n'a pas étudié de manière approfondie la théologie, mais il a une belle écriture. Nous avons des exemples de son écriture, en particulier celui dans le Bréviaire de François. Il écrit un beau latin en semi-gothique et c'est une belle écriture. Attilio Bartoli Langeli, peut-être le meilleur paléographe de la deuxième moitié du XXe siècle et du début du XXIe siècle pour ce qui est des sources franciscaines, dit qu'il avait presque le niveau d'un copiste professionnel. Et donc Léon a aussi un tempérament pusillanime. Si on lit la lettre à frère Léon, en fait, que s'est-il passé ? C'est une lettre que François adresse à Léon, qui a été beaucoup étudiée par Attilio Bartoli Langeli, Carlo Paolazzi, Jacques Dallarin. Ils ont eu une conversation en chemin. Et Léon se demandait, parce qu'il est inquiet, pusillanime, comment bien observer la règle. Et François, en fait, lui a dit, et il le répète dans la lettre, il ne s'agit pas d'obéissance passive, mais tout ce qui te paraît bon et conforme à la règle, fais-le. C'est la volonté de Dieu. Et ne reviens pas me demander un autre éclairage. Voilà. Et donc Léon, il est toujours est-ce que je fais bien ? Et en plus, attaché à la personne de François et à la vie originelle des frères, Léon est très mal à l'aise face à l'évolution de l'ordre. François est mort en 1226, il n'a vu que le début de cette évolution. Léon, mort en 1271, a eu droit à tout, y compris l'éviction des frères laïcs, tous les privilèges obtenus de Rome, l'apparition de couvents et d'églises de plus en plus grands, et ça le peine profondément. Et donc, certaines des fiches qu'il a rédigées en sont marquées. Par ailleurs, Léon est un spirituel, voire un mystique, qui a des visions du Christ et de François, et qu'il tient pour aussi réelles et importantes, voire plus, que ses souvenirs personnels de sa familiarité avec François, du vivant de François. Alors, que dire d'autre de Léon ? Eh bien que il a continué, donc après que Thomas de Celano ait rédigé la Vita Secunda, Léon a récupéré ses fiches, il a continué à les enrichir de nouveaux souvenirs, et puis à la fin de sa vie, en 1270 ou 1271, il aura la visite d'un frère nommé Conrad d'Offida, un frère de la Marche d'Ancône, accompagné d'un frère nommé Jean. Et Conrad va recueillir les fiches de frère Léon et en plus
recevoir un témoignage oral de Léon Tardif que Conrad transmettra et que d'autres coucheront par écrit pour donner les Verba Fratri Conradi. Alors, concernant Léon, j'ai parlé des témoignages, un recueil d'exempla, dont un exemplum. Un autre exemplum concernant Léon, dans le même recueil. Frère Léon, compagnon du bienheureux François, disait « La joie spirituelle est pour l'âme comme le sang pour le corps, car comme un corps privé de sang ne peut vivre, de même l'âme ne peut vivre sans joie. » Donc, nous avons aussi tous les témoignages de la compilation d'Assises. Sylvain Piron a très bien montré comment, dans les recueils issus des fiches de frère Léon, par humilité, Léon ne dit jamais « Moi, Léon, je suis témoin d'eux ». Qu'est-ce qu'il va dire? Eh bien, il va dire « Nous qui avons été avec lui », c'est le « nous » d'humilité qu'on trouve dans la littérature française, nous attestons que, ou nous. Et puis, il y a une vie de frère Léon qui figure dans la chronique des 24 généraux. Alors ça, c'est une chronique du XIVe siècle, rédigée par un frère du sud de la France nommé Arnaud de Saran, qui reprend donc les premières décennies, ça s'étale sur un siècle, plus d'un siècle de vie de la fraternité mineure, de l'ordre des frères mineurs. Et Arnaud de Saran a compilé beaucoup de sources qui sont maintenant perdues, et on trouve dans cette chronique des 24 généraux une vie de frère Bernard, une vie de frère Ruffin, une vie de frère Genièvre. Si dans votre bibliothèque vous avez une vie de frère Genièvre, ça vient de la chronique des 24 généraux. Une vie de frère Léon, etc. Alors il y a à prendre et à laisser, mais c'est un document extrêmement précieux à étudier. Voilà pour la vie de frère Léon. Je vous remercie.